Exactement. Ce petit tableau, en fait, vous donne la répartition de la quantité d'électricité d'origine nucléaire et de la quantité d'électricité dans le total des énergies consommées dans les pays. Alors, deuxième ligne, la Belgique dont je vous parlais, le nucléaire représente en fait 52% de la production d'électricité, merci, mais l'électricité représente en fait seulement 20% de la consommation totale d'énergie dans le pays. Faites le calcul, 20% de 52%, ça veut dire qu'en Belgique, qui est le deuxième pays le plus nucléarisé au monde, quasiment après la France, le nucléaire ne représente que 10% de toute l'énergie que nous consommons dans le pays. Si on prend la France, par exemple, la ligne du dessus, qui est le pays quasiment le plus nucléarisé au monde, la France fait 75% de son électricité à partir de l'énergie nucléaire, et l'électricité représente 21% de toute l'énergie consommée dans le pays français, ce qui représente en fait 16% de l'énergie française qui est produite par le nucléaire. Ça, c'est pour les deux pays les plus nucléarisés. Si on prend maintenant la troisième ligne, l'Union européenne des 27 et la Suisse, en fait, le nucléaire représente 30% de l'électricité européenne. L'électricité européenne, c'est environ 19% de toute l'énergie consommée. Ça veut dire en fait qu'au niveau européen, le nucléaire ne représente que 6% de toute l'énergie consommée en Europe. On peut faire la même chose, le même calcul pour le Japon, pour les États-Unis, etc. Mais si on prend directement le monde entier, à l'heure actuelle, l'électricité nucléaire, c'est en fait 16% de toute l'électricité consommée sur la planète. L'électricité, c'est environ 17% de l'énergie totale consommée sur la planète. Et donc le nucléaire dans le monde entier ne représente même pas 3% de toute l'énergie que nous consommons sur la planète. Alors, je fais une petite précision à ce niveau-là. Parfois, vous verrez des chiffres de 5, 6, 7, 8 ou 9% de l'énergie à partir du nucléaire. En réalité, c'est de nouveau une manipulation de l'information. Parce qu'une centrale nucléaire, en fait, n'a un rendement que d'environ 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur nucléaire de la centrale produit par exemple 3000 MW de chaleur, mais sur ces 3000 MW de chaleur, il n'y a que même pas un tiers qui est converti en électricité utile. Donc une centrale comme Tihange ou comme Doel par exemple a un rendement d'à peine 30%. Et dans un seul réacteur comme Tihange 2, par exemple, le cœur du réacteur produit environ 3000 MW de chaleur. Il n'y a même pas 1000 MW qui sont utiles en électricité. Alors, est-ce qu'on veut comparer l'énergie produite par le nucléaire pour toute la chaleur produite par les cœurs de réacteurs, dont les 2 tiers sont perdus, servent à rien? Non, évidemment, il faut parler de l'énergie utile qui sort de la centrale en électricité. Et donc, à ce moment-là, on en revient au même pas 3% d'énergie produite par le nucléaire. Alors, ça, c'est la situation à l'heure actuelle. Ça veut aussi dire que, au niveau du CO2, la production de CO2, c'est vrai que la filière nucléaire produit moins de CO2 que la filière mazout, charbon, gaz. Mais la filière nucléaire produit beaucoup plus de CO2 que les filières renouvelables. Pour donner des chiffres, les filières renouvelables, l'éolien par exemple, a une émission de CO2 par kilowattheure d'électricité produite efficace, réellement utilisable. L'éolien fait environ 30 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité fournie. Le photovoltaïque, compte tenu de l'énergie grise, de la fabrication des panneaux, des cellules au silicium, du recyclage, etc. Je parle donc de chiffres nets en tenant compte de toute la filière complète, du début jusqu'à la fin, on dit du berceau jusqu'à la tombe, from cradle to grave en anglais. Donc les éoliennes font environ 30 grammes par kilowattheure produit. L'hydraulique fait aussi environ 30 ou 40 grammes de CO2 par kilowattheure produit, parce qu'il faut bien construire des centrales, des barrages, c'est du béton, c'est de l'acier qu'il faut bien fabriquer. Les cellules photovoltaïques sont aux environs de 80 grammes de CO2 par kilowattheure fourni. Et les centrales nucléaires, ou plutôt toute la filière nucléaire, depuis l'extraction d'uranium, en passant par l'enrichissement, la construction des centrales béton, acier, etc., plus le recyclage des déchets, ou ce qu'on essaye de faire pour le moment, la centrale nucléaire, ou la filière nucléaire dans son ensemble, est estimé à entre 100 et 200 grammes de CO2 par kilowattheure fourni. Et actuellement, il est fort probable qu'on soit aux environs des 150 grammes. Et au fur et à mesure
que les mines d'uranium s'appauvrissent, on va consommer de plus en plus d'énergie pour extraire de moins en moins d'uranium, c'est un peu comme le pétrole d'ailleurs, et il est très probable que la filière nucléaire va monter vers les 200, 250, probablement 300 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité fournie. Donc si on tient compte de ça, si on tient compte du fait qu'au niveau planétaire, le nucléaire représente environ 3% de toute l'énergie fournie, le nucléaire en fait permet d'économiser environ 2% d'émissions de CO2 au niveau de la planète. Donc 2%, c'est franchement négligeable, c'est même ridicule. Et je ne sais pas si tu as le bon... Tu peux descendre sur le deuxième, le C02, voilà, en descendant un petit peu. Si on commence à parler des potentiels d'économie d'énergie, alors j'aime bien parler de utilisation rationnelle de l'énergie, parce que l'utilisation rationnelle de l'énergie, ça englobe deux choses. Ça englobe d'une part l'efficacité énergétique, c'est-à-dire faire la même chose avec des processus ou des machines qui consomment moins d'énergie. Vous remplacez votre vieux frigo par un nouveau frigo classe A++, ne lésinons pas. Le même frigo qui vous donne le même service consomme 2, 3 ou 4 fois moins d'électricité. Je peux prendre un tas d'exemples comme ça, mais donc plus on avance dans l'efficacité énergétique, plus on parvient à faire la même production industrielle, le même processus, les mêmes fonctions vitales en consommant de moins en moins d'énergie. Et d'autre part, l'utilisation rationnelle de l'énergie, c'est également les économies d'énergie. C'est tout simplement ne pas consommer de l'énergie qu'on n'a pas vraiment besoin. La télévision, si personne ne la regarde, il est inutile de la laisser allumer, évidemment, on peut l'éteindre. Et donc si on tient compte de ces deux aspects, donc en gros de l'utilisation rationnelle de l'énergie, toutes les études scientifiques que je vois passer ces dernières années arrivent toutes à peu près au même chiffre, c'est qu'à l'heure actuelle, avec des technologies qui existent déjà, en conservant la même production industrielle, le même PIB, le même confort, le même luxe, tout ce que vous voulez, il y a moyen dans les pays dits développés, les pays de l'OCDE, de consommer 40 à 50% d'énergie de moins que ce qu'on consomme à l'heure actuelle. Donc de nouveau avec des technologies qui existent, même production industrielle, même qualité de vie, et avec des technologies, des investissements qui sont rentables, qui sont amortissables en moins de 5 ou 6 ans. Donc je pense aussi à l'aspect économique. D'autre part, il est également possible d'utiliser des énergies renouvelables, qu'elles soient éoliennes, qu'elles soient solaires, photovoltaïques, solaires, thermiques, hydrauliques, biomasse, cogénération, etc., etc. Et de nouveau, en résumé de toutes les études scientifiques que je vois passer ces dernières années, à l'heure actuelle, avec des technologies qui existent déjà, il n'est pas nécessaire d'attendre des révolutions technologiques qui viendront peut-être demain, donc des technologies qui existent déjà, qui sont rentables, qui sont amortissables en moins de 5 ou 6 ans. Il est actuellement possible dans les pays de l'OCDE de produire par des énergies renouvelables environ 30 à 40% de toute l'énergie que nous consommons, dans tous les domaines confondus. Alors, je suis toujours prudent en tant qu'ingénieur, je suis même plutôt un petit peu pessimiste. Prenons les chiffres minima. Il y a moyen d'économiser 40% de notre consommation d'énergie. Et dans 5 ou 10 ans, on n'a plus aucun problème d'énergie. Alors évidemment, soyons clairs, il n'est pas question d'arrêter les centrales nucléaires existantes, clic, comme ça du jour au lendemain, parce que là, on va écrouler le réseau électrique. Mais quand on place un planning d'arrêt du nucléaire progressif, comme il avait été prévu, ou comme il a été prévu en fait en Belgique dans la loi de sortie du nucléaire de 2003, donc il était prévu d'arrêter les centrales nucléaires belges progressivement entre 2015 et 2025. C'est un plan qui, scientifiquement, techniquement et industriellement, tient tout à fait la route. Même à l'heure actuelle, il est tout à fait possible de respecter cette sortie du nucléaire progressive. En Allemagne également, la loi qui a été votée maintenant en Allemagne pour sortir du nucléaire, je n'ai plus les dates exactes, mais c'est également une sortie du nucléaire programmée, prévue, prévisible et étalée sur 10 ou 15 ans ou sur 20 ans. Il n'y a aucun problème technique et il n'est pas question de retourner à la cave verte, de s'éclairer à la bougie ou quoi que ce soit. Là, c'est du fantasme pour faire peur aux petites populations crédules. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les chiffres concernant le nucléaire.
Je pourrais également vous parler des déchets nucléaires, mais je vais un petit peu abréger parce qu'on pourrait en parler longtemps. Mais en résumé, ça fait 50 ans qu'on nous dit que d'ici quelques années, on va avoir une solution définitive pour les déchets nucléaires. Ça fait 30 ans que je suis ingénieur, ça fait 30 ans que j'entends exactement la même sauce. Et ça fait 30 ans qu'on n'est pas plus loin. En fait, je pourrais vous expliquer en détail pourquoi et comment, mais on a commencé par jeter les déchets nucléaires dans les océans. Et puis on a dit oui, c'est quand même pas très propre parce qu'effectivement, il y a des fûts de déchets nucléaires qui étaient suffisamment lourds et qui coulaient au fond de l'océan. Et avec la pression de la mer, les fûts ont éclaté et donc tous ces déchets nucléaires se sont petit à petit répandus dans l'océan. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on parle de faire? On ne va pas les jeter dans l'océan, non, ça c'est pas propre, il faut respecter l'environnement. On va creuser des grands puits de mines très profonds et on va jeter les déchets nucléaires, de façon contrôlée bien entendu, au fond des puits de mines. Mais c'est complètement aberrant, d'autant plus qu'il faut savoir que ces déchets restent nucléaires pour des milliers, voire des millions d'années. Or, il n'y a aucun géologue sérieux qui peut garantir qu'aucune strate géologique sera stable pour des milliers ou des millions d'années. C'est impossible à prévoir. Et d'autre part, ne fût-ce qu'à l'échelle de quelques milliers d'années, qui peut prédire, quel historien peut prédire ce qui se passera dans des centaines ou des milliers d'années? Imaginez les 1000 dernières années qui se sont passées en Europe, avec toutes les civilisations depuis le Moyen-Âge, la Renaissance, etc. Vous connaissez l'histoire comme moi. Si au Moyen-Âge on avait enterré des déchets nucléaires quelque part, est-ce que seulement aujourd'hui on saurait encore à quel endroit ils sont? On ne sait même pas où se trouvent les momies égyptiennes d'il y a 2 000 à 3 000 ans. Donc vous imaginez le problème pour l'avenir, pour les déchets nucléaires. Alors si je ne prends pas trop le temps, ça va, on a le temps chouette, alors je peux encore continuer à parler. Parce que moi je commence à parler, je ne vais jamais m'arrêter, il y a trop à raconter sur le nucléaire. Merci. Mais je vais quand même vous parler un petit peu au niveau de la sécurité et des risques d'accident. Alors, je parle des centrales nucléaires civiles, mais c'est exactement la même chose pour tout le nucléaire militaire, mais ça c'est tabou, c'est secret défense, donc on ne vous en parle jamais. Mais en fait, dans une centrale nucléaire, il y a évidemment des risques d'accident, que ce soit des incidents, des accidents, que ce soit des Three Mile Island, que ce soit des Tchernobyl, que ce soit des Fukushima, ou que ce soit après, je ne sais pas encore quel autre accident va arriver. Peu importe, le genre de scénario d'accident est très étendu, tout peut arriver évidemment. Mais il faut reconnaître une chose, c'est vrai que dans les centrales nucléaires civiles, et en tout cas dans les pays développés, je veux dire les pays européens, américains, etc., ou asiatiques, on prend énormément de précautions au niveau industriel. Mes collègues ingénieurs qui travaillent dans le nucléaire ne sont pas des imbéciles. Il y a énormément de précautions qui sont prises et ça coûte très très cher. Il y a des milliards d'euros qui sont investis dans la sécurité. Et les résultats sont relativement bons, c'est-à-dire qu'il y a chaque année, dans les 450 centrales nucléaires exploitées dans le monde, il y a des centaines d'incidents, pas plus que ça. Il y a des dizaines d'accidents. Et de temps en temps, un accident dérape sérieusement, comme Three Mile Island, Tchernobyl ou Fukushima, où on n'en a pas beaucoup parlé, mais en 2007 ou 2006, la centrale de Forsmark en Suède a failli faire un deuxième Tchernobyl. À un moment donné, ils ont eu un pépin grave dans le réacteur, ça a provoqué un arrêt d'urgence. À un moment donné, ils ont été déconnectés du réseau électrique. Et donc les groupes électrogènes qui devaient démarrer à ce moment-là pour produire l'électricité, pour alimenter tous les circuits de contrôle et de secours de la centrale nucléaire, en fait ces groupes électrogènes n'ont pas démarré. Manque de chance, ça arrive de temps en temps. Et pendant en fait 27 minutes, la centrale a été totalement hors contrôle. Et petit à petit, on s'est déplacé tout doucement vers une divergence du cœur du réacteur, et donc on glissait tout doucement vers un Tchernobyl en Suède.